Les vacances d'une famille se terminent par un drame lorsque leur yacht prend feu près des îles du sud de l'Alaska. Une femme et sa fille disparaissent au cours de l'incendie. Quand on réussit à sortir l'épave des eaux, on découvre que l'incendie n'était pas accidentel. En Alabama, une jeune mère célibataire disparaît soudainement, laissant derrière elle son enfant. Les enquêteurs à la recherche d'indices sur un homicide voient alors se dessiner une ébauche de culpabilité. Quand un meurtrier connaît sa victime, il compte sur ses liens avec elle pour commettre le meurtre parfait. Malgré un plan bien ficelé, il reste toujours des traces d'un abus de confiance. Sitka est situé entre la forêt nationale de Taugas et l'océan Pacifique. C'est un village de pêcheurs typique du sud-est de l'Alaska. Les 9000 habitants de ce hameau y vivent une vie tranquille et sécuritaire. La dernière chose à laquelle ils pourraient penser, c'est bien qu'un crime puisse avoir lieu chez eux. Le 4 juin 1996, l'entrepreneur Robert Meyer appela la garde côtière pour signaler un accident. Son yacht de 15 mètres avait pris feu. Sa femme et leur fille avaient disparu. En moins de quelques minutes, une opération de sauvetage fut organisée. Le yacht était la proie des flammes. Il était en train de couler. Même en ce mois de juin, les eaux sont glaciales en Alaska. Les sauveteurs devaient agir vite pour secourir Diana et Chrissy Meyer. Les représentants de la garde côtière de Juneau avisèrent le service de police de Sitka de l'incendie et de la disparition d'une femme et de sa fille. Le sergent Daryl Rice se rendit chez les Meyer pour y recueillir des informations qui aideraient les sauveteurs dans leur travail. Robert Meyer était rentré chez lui peu de temps après avoir téléphoné à la garde côtière. Il semblait épuisé et fou d'angoisse. Il déclara au sergent qu'il avait emmené sa famille pour une petite croisière en yacht autour des îles, juste au nord de la ville. Il était parti 2 jours plus tôt. Cela devait être leur dernière sortie avant le départ de Chrissy pour le collège. Le sergent Rice lui demanda de lui décrire le voyage. Il m'a dit que c'était un week-end parfait et que rien n'aurait pu aller mieux. Ils avaient eu beaucoup de plaisir. Meyer déclara que peu avant le coucher du soleil, il avait aperçu de la fumée s'échapper du pupitre de commande. De plus, le plancher au-dessus des moteurs était chaud. Meyer, qui croyait que le bateau était en feu, déclara qu'il s'était empressé de mettre sa famille en sécurité en les faisant monter à bord d'un skiff. C'est alors que Chrissy s'était souvenu que leur chienne se trouvait toujours à l'intérieur du yacht. Elle avait supplié son père d'aller la chercher. À son retour, sa femme et leur fille avaient disparu. Meyer, qui poursuivait son récit, déclara qu'il y avait alors des vagues d'1 mètre de haut. Il en était venu à croire que sa femme et leur fille étaient tombées à l'eau en montant à bord du skiff. Le sergent Rice lui demanda ensuite s'il avait besoin de soins médicaux.
Meyer déclara qu'il s'était fait une éraflure à la jambe. Il croyait s'être blessé en quittant le bateau. Les recherches pour trouver les deux femmes se poursuivirent. Don Cloting, le capitaine de l'équipe de sauvetage, donna ses ordres aux membres du service des incendies de Sitka qu'il dirigeait aussi. On disposait de nombreuses ressources. La garde côtière effectuait des recherches aériennes et les équipes de sauvetage effectuaient les recherches dans les eaux, aidées par des volontaires. Les équipes suivaient le courant, fouillant les eaux et la côte dans l'espoir de trouver Diana et Chrissy. Mais plus les heures passaient et plus les sauveteurs étaient inquiets. On était en mode sauvetage. On faisait des recherches de type 2, ce qui signifie qu'on était extrêmement rigoureux. En même temps qu'on tentait de trouver ces deux femmes, on était aussi à l'affût de tous les indices possibles. Les sauveteurs aperçurent alors un objet rouge flotter sur l'eau. Il s'agissait d'un bidon d'essence. Ils remarquèrent qu'il n'avait pas de bouchon. Ils continuèrent les fouilles pendant plusieurs heures, mais au milieu de l'après-midi, ils avaient épuisé leur programme de recherche. On a ratissé les plages près de l'endroit où le bateau avait coulé. On a également ratissé toutes les berges. On est même repassé aux mêmes endroits à plusieurs reprises. Et il n'y avait plus rien à trouver. Les recherches pour trouver Diana et Chrissy Meyer avaient duré plus de 24 heures. La mission de sauvetage devenait maintenant une opération de repêchage des victimes. On a décidé de suspendre provisoirement les recherches compte tenu de la situation. Les autorités scrutaient toujours la côte, mais à présent, on recherchait des corps. On cherchait également des morceaux de l'épave qui se trouvaient sans doute, pour la plupart, au fond de l'océan. Randy McFerron de la police d'État de l'Alaska fut appelé à Ketchikan pour mener l'enquête de cet accident fatal. Lors de la réunion d'information, McFerron visionna les images du bateau en flammes filmées par la garde côtière. Selon Robert Meyer, les vagues mesuraient 1 mètre de haut au moment où sa femme et leur fille étaient montées à bord du skiff. Pourtant, sur l'enregistrement, la mer semblait relativement calme. On mit également McFerron au courant de l'itinéraire de Meyer la veille de l'incendie. Plutôt que de voguer près de la côte et des îles, Meyer avait conduit sa famille en haute mer, dans des eaux plus agitées. Pendant que le policier l'informait de l'enquête, McFerron releva de nombreuses contradictions dans les déclarations de Robert Meyer. Avant d'aller plus loin, il demanda les transcriptions de tous les interrogatoires pour les comparer. De son côté, le sergent Daryl Rice retourna chez Robert Meyer pour lui demander de lui décrire les événements qui avaient mené à l'incendie. Comme Meyer avait déclaré qu'il avait été le premier à sentir la fumée, le sergent Rice demanda à voir ses vêtements. Il espérait y trouver des indices. On m'a conduit dans la cuisine. Juste à côté se trouvait une petite buanderie. Les vêtements de Meyer se trouvaient dans la laveuse. Il sentait l'essence à plein nez. Meyer se justifia en disant que lorsqu'il avait commencé à se douter qu'un incendie faisait rage, il s'était précipité dans la salle des moteurs où de l'essence s'était répandue sur ses vêtements. Le policier demanda également à examiner le skiff. On trouva l'embarcation sur une plage près de la marina de Meyer et on la remorqua au hangar de la garde côtière. Au laboratoire judiciaire, l'expert Walter McFarlane examina les vêtements. À l'aide d'un éclairage ultraviolet, il se mit à la recherche de cheveux ou de fibres, mais il ne trouva rien de significatif.
Il y avait une forte odeur d'agent accélérateur ou d'essence. À ce moment-là, notre principal objectif a été de recueillir ces vêtements et de les garder précieusement. On conserva les vêtements dans le but d'y chercher éventuellement des traces d'agents accélérateurs ou de solvants. Les sergents Randy McFerron et Darren Rice étudièrent les transcriptions, relevant de nombreuses contradictions dans les déclarations de Meyer. Lors d'un interrogatoire, il avait déclaré qu'il y avait une panne d'électricité, puis que le moteur s'était arrêté et qu'il avait senti la chaleur du dessous. Ensuite, il avait dit que le moteur s'était arrêté avant que l'électricité ne soit coupée. Il avait aussi déclaré que sa femme et leur fille dormaient quand c'était arrivé, puis affirmé plus tard qu'elles étaient réveillées. Le lendemain, McFerron décida de faire la lumière sur ces contradictions en s'adressant directement à Meyer. Mais celui-ci refusa de coopérer et de parler à l'enquêteur. Il a déclaré qu'il ne nous parlerait qu'en présence de son avocat. Plus tard, au cours de l'après-midi, on a procédé à un interrogatoire de 30 minutes auquel assistait son avocat. À sa demande, l'interrogatoire s'est arrêté là et il nous a demandé de quitter les lieux. Sans la coopération de Meyer, les enquêteurs allaient devoir se tourner vers son bateau. Le skiff fut photographié et examiné en vue d'y trouver quelque indice comme des avaries ou des taches de sang. Juste sous le pare-brise, l'expert remarqua une petite tache rouge. Il en recueillit un échantillon et l'analysa pour voir si c'était du sang. Ses résultats furent positifs. Des analyses préliminaires indiquèrent qu'il s'agissait de sang humain. Maintenant, il fallait déterminer de qui provenait ce sang. Les enquêteurs étaient perplexes. 2 femmes avaient bien disparu, mais ils ne disposaient d'aucune autre information. Et même si les rares indices laissaient présumer qu'il ne s'agissait pas d'un accident, la seule personne qui aurait pu leur fournir des réponses refusait de leur parler. Il ne leur restait plus qu'à examiner le yacht, mais celui-ci se trouvait au fond de l'océan. Les enquêteurs de Sitka, en Alaska, commençaient à croire qu'un incident nautique avait en fait servi à dissimuler un double homicide. Diana et Chrissy Meyer étaient présumées mortes, même si on n'avait pas trouvé leur corps et qu'il n'y avait guère d'indices. L'homme d'affaires Robert Meyer refusait toujours de parler à la police et d'aider les enquêteurs à découvrir ce qui était arrivé à sa femme et à leur fille. En outre, les tentatives pour trouver et récupérer l'épave du yacht ne furent pas sans difficulté. D'abord, on avait cru que le bateau s'était échoué sur un haut fond, mais même avec des caméras sous-marines et des équipes de plongeurs, on n'avait rien trouvé. L'épave avait disparu. La nouvelle du drame se répandit comme une traînée de poudre dans la ville de Sitka. Si Robert Meyer refusait de parler à la police, ce ne fut pas le cas de plusieurs habitants de la ville. Au poste de police de Sitka, on reçut de nombreuses informations. 2 jours après l'incendie, l'enquêteur en chef Randy McFerron apprit que Meyer avait acheté une assurance sur la vie de sa femme et de leur fille. Elles étaient au montant de 500 000 $ chacune. C'était suspect. Pourquoi avait-il pris une assurance sur la vie d'une adolescente au montant de 500 000 $? Après tout, elle ne gagnait aucun salaire. Suite à leur décès, il devait toucher la somme d'1 million de $. Meyer disposait également d'une assurance tout risque pour son yacht de 15 mètres. Sur la police, il avait indiqué que le modèle de son bateau était un Hatteras, un yacht d'une valeur de 250 000 $. McFerron devait obtenir le plus d'informations possible sur la famille Meyer.
Une des amies de Chrissy déclara ignorer si les Meyer avaient des problèmes familiaux. À sa connaissance, c'était une famille très unie, particulièrement Chrissy et sa mère, dont les liens étaient très étroits. Quand on lui demanda si Chrissy était une bonne nageuse, elle répondit que son amie avait pris des cours de natation. Contrairement à ce que Meyer avait dit, non seulement sa fille savait-elle nager, mais de plus, elle avait suivi un cours avancé. McFerron s'entretint ensuite avec une employée saisonnière de l'entreprise de Meyer. Celle-ci déclara que Robert Meyer avait un comportement étrange depuis les disparitions de Diana et Chrissy. Il ne semblait pas ébranlé par ce drame et ne s'était pas occupé des arrangements funéraires. Elle ajouta que Meyer était soupe au lait et qu'il lui arrivait souvent de parler brusquement aux employés ou de leur crier des sottises. Elle l'avait vu renvoyer et réembaucher les mêmes employés à plusieurs reprises au cours des 4 étés où elle avait travaillé pour lui. De plus, une rumeur circulait voulant que Meyer ait une liaison avec l'une de ses employées. Une voisine de Meyer déclara quant à elle qu'elle avait aperçu une des employées venir chez lui à plusieurs reprises quand Diana et Chrissy étaient à l'extérieur de la ville. Elle avait d'ailleurs remarqué que souvent cette femme ne quittait la maison que le lendemain matin. On obtint alors une autre information intéressante d'un mécanicien qui avait effectué maintes réparations sur le yacht de Meyer. Celui-ci déclara à l'enquêteur que le bateau n'était pas un Hatteras comme le clamait Meyer, mais un Meridian, un yacht moins onéreux mais qui ressemblait beaucoup à un Hatteras. De fait, il était difficile de les distinguer l'un de l'autre. En outre, le yacht n'était pas en parfait état. Les allégations de liaison amoureuse, de même que la possibilité que Meyer ait tenté de frauder son assureur, constituaient des preuves indirectes. Mais sans rien de plus concret, les enquêteurs savaient qu'ils auraient du mal à prouver sa culpabilité. Ils croyaient que les indices judiciaires dont ils avaient besoin pour boucler l'affaire se trouvaient avec l'épave, au fond de la mer. 2 semaines après l'incendie fatal, les experts du laboratoire judiciaire d'Anchorage analysèrent les vêtements de Meyer, de même que le bidon d'essence. Chris Breheim commença par fixer une petite bande de charbon activée sous le couvercle de boîte de peinture contenant les articles. Le charbon absorberait tout liquide inflammable. Il mit ensuite ces boîtes à chauffer dans un four afin d'accélérer le processus d'évaporation. Une fois cette opération terminée, Breheim utilisa un chromatographe équipé d'un spectromètre de masse pour séparer les composantes et les analyser. Les distillats de pétrole produisent un graphique en forme de cloche que l'on peut interpréter. Breheim en conclut que les résidus trouvés dans le bidon à essence découvert sur les lieux de l'accident étaient les mêmes que ceux des vêtements de Meyer. Pour cette analyse, on disposait de 5 vêtements. Sur 4 d'entre eux, j'ai détecté la présence de mazout, une substance similaire au kérosène ou au diesel. Les distillats de pétrole que j'ai détectés dans l'affaire Meyer étaient de type lourd et donc pas aussi volatiles que ceux de l'essence pour les autos ou de l'essence à briquet. Par conséquent, ils s'évaporaient moins rapidement. Les indices commençaient à s'accumuler contre Robert Meyer, mais les enquêteurs croyaient que les preuves les plus convaincantes se trouvaient toujours au fond de l'océan. Tant qu'on ne trouverait pas l'épave et qu'on ne la sortirait pas de l'eau, il serait difficile de résoudre cette affaire. Les détectives de Sitka en Alaska tentaient de découvrir la vérité derrière l'incendie fatal qui semblait avoir causé la mort d'une femme et de sa fille. Les preuves indirectes laissaient croire qu'il s'agissait en fait d'un meurtre et Robert Meyer était le principal suspect de la police. Malgré maintes tentatives, les plongeurs n'étaient pas parvenus à retrouver l'épave. Par conséquent, les enquêteurs n'avaient aucune preuve solide.
En outre, dans la petite ville de Sitka, on ne disposait pas des ressources nécessaires pour parvenir à sortir l'épave de l'eau. 2 mois après le début de l'enquête, le détective Randy McFerron de la police d'État reçut un message par télécopie du ministère de la Chasse et de la Pêche. Un petit sous-marin devait venir dans la région pour effectuer des recherches. On a demandé aux responsables de nous aider pour un jour et ils ont accepté. Après 1 heure de fouille dans des eaux troubles, à une profondeur de 150 mètres, McFerron trouva enfin ce qu'il cherchait. La superstructure et le pont principal avaient été complètement détruits par les flammes, mais la salle des moteurs et la plupart des barreaux de l'échelle étaient intacts. Pour sauver l'épave, McFerron contacta l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, et obtint les services de l'investigateur en incendie George Barnes. Après avoir visionné les images filmées à partir du sous-marin, Barnes conclut que la meilleure, sinon la seule chance de sauver l'épave était de la hisser hors de l'eau en la prenant par les 2 moteurs diesel. Mais pour cela, on devrait attendre au printemps. L'opération de sauvetage était trop risquée pour être entreprise au cours de l'hiver de l'Alaska. On remit donc l'opération au mois de mars de l'année suivante. À l'aide d'une barge-grue fournie par une entreprise de Sitka ainsi que d'un véhicule télécommandé de la marine américaine, l'épave du bateau de Meyer fut enfin hissée hors de l'eau. Le yacht avait subi d'importants dégâts à cause de la corrosion. George Barnes ne s'était pas trompé à propos des moteurs diesel. L'équipe avait pu s'y accrocher, ce qui avait facilité l'opération de mise hors de l'eau. Et contrairement à ce que Meyer avait prétendu, les moteurs étaient encore en parfait état. Barnes examina ensuite 3 morceaux de l'échelle. Il croyait qu'il pourrait prouver que le foyer de l'incendie ne se trouvait pas dans la salle des moteurs. Le bois semblait être du teck. On pouvait y voir des traces de brûlure irrégulières. Le montant droit de l'échelle, à tribord donc, était sévèrement endommagé par les flammes, de même que tout le secteur avoisinant, mais pas la paroi du bateau. Si l'investigateur Barnes ne s'était pas trompé et que le bois était bien du teck, il savait que ce bois-là aurait difficilement pu se consumer. En outre, si l'incendie s'était déclaré dans la salle des moteurs, la distance entre celle-ci et l'échelle était trop importante pour que l'on retrouve de telles traces de brûlure sur le bois. Le teck brûle très lentement, et le temps pour les flammes de rejoindre l'échelle, celle-ci aurait été submergée et n'aurait subi que peu de dommages. Randy McFerron fit analyser le bois pour en déterminer l'essence. Barnes ne s'était pas trompé, il s'agissait bien de teck. Pour tester son hypothèse, George Barnes mit au point une expérience. Non seulement le bois brûlait-il difficilement, mais comme il le soupçonnait, l'endroit où était située l'échelle n'était seulement qu'à 15 cm au-dessus de l'eau, dans des eaux calmes. Meyer avait déclaré qu'il y avait des vagues d'1 mètre de haut et plus au moment de l'incendie. On ne pouvait donc pas expliquer pourquoi les flammes avaient pu endommager l'échelle à ce point, puisque celle-ci aurait dû être complètement trempée en raison de la houle. Les enquêteurs savaient également que sans les cadavres des 2 femmes, il leur serait difficile de déterminer la cause de leur mort. Au laboratoire d'État à Anchorage, Hayne Hamilton tenta d'obtenir l'ADN de la minuscule tache de sang trouvée sur le skiff de Meyer. Pour ce faire, l'expert eut alors recours à un nouveau procédé, la réaction de polymérisation en chaîne ou PCR. Auparavant, pour effectuer des analyses génétiques, on devait disposer d'un échantillon de sang au moins grand comme une pièce de 25 cents. Mais le nouveau procédé, le PCR, nous permet d'effectuer nos analyses avec un échantillon aussi petit qu'un point à la fin d'une phrase. L'échantillon est mélangé à des produits chimiques avant d'être chauffé, puis refroidi dans un instrument qui sépare et copie les doubles hélices de l'ADN.
Après 32 de ces cycles de chauffage et de refroidissement, la réaction de polymérisation en chaîne avait copié le code génétique de quelques cellules à plusieurs milliards, cellules qui avaient toutes les mêmes caractéristiques génétiques. Après ce procédé, Hamilton compara ses résultats au code d'ADN dont elle disposait et put ainsi conclure que le sang n'était pas celui de Robert Meyer ni de sa fille. Malheureusement, les enquêteurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur un échantillon de sang de Diana, la femme du suspect. À l'aide d'échantillons de sang obtenus de ses parents biologiques, Hamilton put toutefois effectuer le test de paternité inversée et découvrir que les probabilités que le sang trouvé sur le skiff soit celui de Diana étaient supérieures à 99%. McFerrin croyait que ces indices lui permettraient d'arrêter Robert Meyer. Même si on n'avait trouvé aucune trace des corps, les enquêteurs étaient d'avis que Meyer avait assassiné sa femme et sa fille au cours de ce fameux week-end. Il avait ensuite versé de l'essence sur le yacht et y avait mis le feu intentionnellement pour faire croire à un accident. Quelques jours avant de comparaître en cour devant un grand jury, Robert Meyer fut victime d'un accident de la route. Il s'est cassé le cou et s'est retrouvé paralysé du cou jusqu'en bas. Quand c'est arrivé, on prévoyait présenter ce cas au grand jury ici à Sitka. On a donc dû mettre cela sur la glace. On devait attendre de voir s'il survivrait à ses blessures ou non. Meyer survécut. Il retourna à Sitka pour comparaître en cour, assis dans un fauteuil roulant. Le grand jury remit ensuite au juge des actes d'accusation selon lesquels Meyer se serait rendu coupable de 2 meurtres au premier degré, de 2 meurtres au second degré, d'incendie criminel, d'avoir tenté de modifier les preuves matérielles et de 2 tentatives de fraude. Mais Meyer n'allait jamais faire face à un procès criminel. Quelques mois avant qu'il ne comparaisse en cour, on trouva son corps dans des eaux peu profondes au bout d'un quai. Après une enquête méticuleuse, on conclut qu'il s'était enlevé la vie. Robert Meyer avait planifié le meurtre de sa femme et de sa fille et l'avait effectivement réalisé. Mais les preuves judiciaires qui gisaient au fond de l'océan ont fini par prouver sa culpabilité. En Alabama, les enquêteurs seraient confrontés à une scène de crime fort différente où il y aurait de nombreux indices, mais peu de suspects probables. Birmingham est la ville la plus importante de l'Alabama. Ses habitants sont fiers d'avoir conservé l'hospitalité traditionnelle des gens du Sud, tout en étant bien ancrés dans la modernité. Dans la matinée du 19 mai 1992, un gérant de maison à louer se rendit à l'une des propriétés dont il était responsable. Il comptait y réparer la clôture de sa locataire, Candace Brown. En arrivant sur les lieux, il vit du verre brisé provenant d'une fenêtre. Il remarqua également que le fil du téléphone avait été coupé. Inquiet pour la sécurité de cette jeune mère célibataire, il se rendit à la porte d'entrée pour s'en assurer. Il semblait n'y avoir personne. L'homme se rendit immédiatement chez un voisin, d'où il appela la police. Quand les agents arrivèrent sur les lieux, ils trouvèrent un garçon de 2 ans assis seul dans sa chambre. Mais aucune trace de Candace. Les détectives, aidés de volontaires, firent des recherches dans le quartier et une battue dans les bois avoisinants. On fit venir une escouade canine. Pendant ces recherches, la cueillette d'indices se poursuivit dans la maison de Candace. Bien que le fil du téléphone ait été coupé et une fenêtre brisée, rien à l'intérieur ne semblait indiquer qu'il y avait eu un vol. Il n'y avait aucune trace de lutte non plus. Cela intrigua le vieux routier qui était le détective de la section des homicides, Steve Corvin.
Dans la maison, on a trouvé peu d'indices. Rien n'avait été déplacé. Il n'y avait eu aucun saccage. Tout était à sa place. À l'extérieur, les experts judiciaires photographièrent les morceaux de verre brisés avant de les placer dans des sacs spéciaux. L'intrus s'était introduit par la fenêtre dont la vitre avait été brisée. Et l'on avait trouvé un autre indice potentiel. L'empreinte très nette d'une chaussure sur un des éclats de verre. On pouvait y distinguer des caractéristiques uniques. À titre d'indice, on emporta également le fil téléphonique coupé. Pendant que les enquêteurs poursuivaient leur travail dans la maison, les parents de Candace vinrent chercher l'enfant. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui avait pu arriver à leur fille. Ils l'avaient vue la veille au soir. Candace était venue conduire son fils chez eux le temps d'une sortie de quelques heures. En revenant le chercher, elle leur avait demandé de la suivre en voiture jusque chez elle. Selon les parents de Candace, elle était très nerveuse ces derniers temps. Sa maison avait été cambriolée une semaine plus tôt et elle avait peur de rentrer chez elle seule avec son enfant dans le noir. Après avoir allumé les lumières, elle leur avait souri et elle leur avait fait un signe de la main. Les parents de Candace déclarèrent au détective qu'elle était pleine d'entrain. Elle faisait du bénévolat dans sa paroisse en se rendant régulièrement à une prison à sécurité minimale située sur une ferme. Elle y donnait des conseils aux prisonniers qui étaient là en régime d'autosurveillance. Alors que des policiers tentaient de joindre le pasteur, les experts se mirent au travail pour déterminer la pointure et la marque de la chaussure de l'empreinte trouvée devant la maison de Candace. On examina également les bouts de fil téléphoniques. Les techniciens espéraient pouvoir identifier l'outil dont on s'était servi pour le couper. Dans l'attente des résultats, le détective Corvin se rendit à la ferme-prison. Les parents de Candace lui avaient donné le nom d'un détenu avec lequel elle était amie depuis toujours. Celui-ci déclara au détective que Candace et lui avaient été à l'école secondaire ensemble. La jeune femme lui rendait régulièrement visite à la ferme. Il ajouta qu'il avait présenté un autre détenu à Candace. Michael Land était venu à 2 ou 3 rencontres organisées par Candace et il semblait intéressé par ses conseils spirituels et paraissait vouloir revenir sur le droit chemin. L'ami de Candace déclara que ce Michael Land avait été remis en liberté depuis peu, mais juste avant qu'il ne parte, l'ami lui avait demandé de veiller sur Candace pour lui. Le détective Corvin vérifia les antécédents de Land et découvrit que celui-ci avait été incarcéré par le passé. Candace Brown avait disparu et le temps filait toujours. Les détectives croyaient maintenant tenir une piste. Ils étaient résolus à retrouver Michael Land. Les détectives de Birmingham, en Alabama, enquêtaient sur la mystérieuse disparition de Candace Brown. 2 jours s'étaient maintenant écoulés. Plus le temps passait et plus les chances de retrouver la jeune mère en vie s'amenuisaient. Jusque-là, la piste la plus prometteuse menait à Michael Land, un repris de justice à qui Candace avait apporté un soutien spirituel. Le détective Steve Corvin retrouva la trace de Land qui travaillait pour une entreprise de construction de la région. On lui a dit que Candace Brown avait disparu et qu'on aimerait l'interroger à ce sujet. On ne lui a toutefois pas dit qu'on le soupçonnait. On s'est contenté de dire qu'on croyait qu'il pourrait nous aider. Michael Land accepta d'accompagner le détective au poste de police.
Lors d'un interrogatoire enregistré, Land raconta au détective comment il avait rencontré Candace Brown à la ferme-prison. Il déclara que leur ami commun les avait présentés l'un à l'autre et qu'ils étaient alors devenus amis. Il ajouta qu'il lui avait rendu visite chez elle depuis sa libération. Le magnétophone était toujours en marche quand Michael Land déclara ignorer où Candace se trouvait. Le soir de sa disparition, déclara-t-il, il se trouvait chez sa petite amie. Il ajouta qu'il avait dormi dans sa voiture devant la maison de cette dernière et qu'il ne s'était jamais rendu chez Candace. Mais à un moment donné, lors de l'interrogatoire, le détective remarqua un détail intrigant. Pendant que Land parlait, il avait les jambes croisées. Le détective put constater que le motif des semelles de ses chaussures ressemblait étrangement à celui de l'éclat de verre. Le détective lui demanda s'il accepterait qu'on examine ses vêtements pour l'éliminer de la liste des suspects. Pendant que Michael Land enfilait des vêtements de prisonnier, le détective envoya un policier chez sa petite amie pour vérifier son alibi. Celle-ci déclara qu'elle n'avait pas vu Land la veille. Et à sa connaissance, il n'avait pas dormi dans sa voiture devant chez elle non plus. On envoya les chaussures et les vêtements de Land au labo pour les faire examiner. Il n'y avait aucun indice sur les vêtements, mais l'experte judiciaire Phyllis Rowland remarqua plusieurs taches sur le bout de ses chaussures de course qui ressemblaient à du sang. Quand j'identifie une tache, je commence par en faire un examen visuel. Quand les taches sont d'un brun rouge et qu'elles semblent être du sang, j'en recueille un très petit échantillon. J'y ajoute ensuite un produit chimique qui me permet de savoir s'il s'agit bien de sang. Le sang trouvé sur les chaussures était d'origine humaine. Le détective Corvin informa Michael Land de ses premières conclusions. Celui-ci demanda alors au détective d'arrêter le magnétophone. Il voulait passer aux aveux. Land reconnut être entré par effraction dans la maison de Candace une semaine plus tôt, mais il ajouta qu'il n'avait rien volé. Il déclara que le soir de la disparition de la jeune femme, il avait rencontré deux hommes, Tony et Edward. Ceux-ci lui avaient demandé s'ils connaissaient un endroit facile à cambrioler. Land leur avait alors parlé de la maison de Candace. Il ajouta qu'il avait accompagné les deux hommes. Ceux-ci auraient alors frappé Candace. Il reconnut que le sang sur ses chaussures était bien celui de Candace. Elle avait saigné du nez suite à un coup qu'elle avait reçu de l'un des deux hommes. Selon Land, la situation s'était alors envenimée. Pris de peur, il s'était enfui. Il avait réponse à tout jusqu'à ce qu'on commence à relever ses contradictions. Il nous racontait alors d'autres bobards. Il nous a dit que l'un des deux hommes l'avait frappée alors qu'elle était au sol et qu'elle s'était alors mise à saigner du nez. On lui a alors demandé de nous expliquer pourquoi nous n'avions pas trouvé de sang par terre. Peut-être Candace était-elle toujours en vie. Les enquêteurs demandèrent à Land de leur remettre la clé de sa voiture. Ignorant ce qu'ils y trouveraient, les policiers obtinrent l'autorisation verbale du procureur du district d'ouvrir le coffre. Land se trouvait toujours au poste de police pendant qu'on examinait sa voiture. Dans le coffre, on trouva des pinces coupantes et un pistolet de calibre 45, mais aucune trace de Candace. La voiture fut remorquée à la fourrière jusqu'à ce qu'on obtienne un mandat de perquisition en règle. Le détective en avait assez pour détenir Michael Land 48 heures, le temps qu'on analyse les indices et qu'on obtienne un mandat d'arrêt contre lui. Les policiers qui ignoraient toujours ce qui était arrivé à Candace craignaient le pire.
Le lendemain matin, 2 écoliers qui avaient séché leur cours se promenaient dans une carrière près de Ruffner Mountain. Ils firent alors une découverte macabre. Caché partiellement par des troncs d'arbres se trouvait le corps d'une femme. On dépêcha des détectives sur les lieux. Ceux-ci photographièrent le cadavre. Le détective Corvin constata que c'était le corps de Candace Brown. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête et certains indices laissaient croire qu'elle avait également été violée. Après plusieurs jours de recherche, les pires craintes du détective s'étaient avérées. Une jeune mère était morte et tous les indices pointaient vers Michael Land. Maintenant, les détectives devaient prouver sa culpabilité. Lors de l'autopsie, on confirma que Candace était morte d'un projectile à la tête. La balle fut extraite et envoyée au laboratoire de balistique. Il y avait également des traces d'agression sexuelle. Même si Michael Land avait reconnu être entré par effraction chez la victime, il soutenait que c'étaient les 2 individus qui l'accompagnaient qui avaient attaqué la jeune femme. Land n'avait fourni que leurs prénoms, Tony et Edward. Le détective Corvin croyait que Land mentait. On était persuadés que ces 2 hommes n'existaient pas. Ils ne nous avaient donné que leurs prénoms et disaient qu'ils venaient à peine de les rencontrer. Cela ressemblait plus à une invention qu'à autre chose. Les experts judiciaires prirent alors l'empreinte des chaussures de Land. Ils la comparèrent à la trace trouvée sur le morceau de verre. Ils conclurent qu'un seul individu était entré dans la maison. Les empreintes trouvées sur la scène du crime correspondaient à celles des chaussures de Land. De son côté, Phyllis Rowland du laboratoire judiciaire examina les vêtements de Candace pour déterminer à quel endroit elle avait été tuée. On m'a envoyé le T-shirt identifié comme étant celui de Candace Brown. J'ai examiné les éclaboussures de sang qui s'y trouvaient. J'en suis arrivée à la conclusion qu'elle avait été tuée à l'endroit même où l'on avait trouvé son corps. Lors de mon analyse, j'ai examiné l'endos du vêtement et j'y ai trouvé des traces de fluide biologique. C'était en fait une tache de sperme. Rowland préleva la tache pour obtenir l'ADN du liquide séminal. Grâce aux analyses, elle conclut que le sang trouvé sur la chaussure de Land provenait de Candace Brown. De plus, le code génétique du sperme était identique à celui de Michael Land. Il ne restait plus qu'à confirmer que l'arme de calibre 45 trouvée dans le coffre de la voiture de Land était celle qui avait servi à tuer Candace. Les experts en balistique effectuèrent un tir d'essai avec l'arme du suspect. Le projectile obtenu fut comparé à celui qu'on avait extrait du corps de Candace. Les 2 étaient identiques. Les preuves contre Michael Land étaient accablantes. Celui-ci fut arrêté. Les détectives croient que Land a agi seul ce soir-là. Après avoir coupé le fil du téléphone, il a fait voler en éclats la vitre d'une fenêtre et s'est introduit dans la maison. Il a enlevé Candace Brown pendant que son fils de 2 ans dormait. Comme le meurtre a été commis suite à un enlèvement, Michael Jeffrey Land a été jugé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré et condamné à mort. Quand les meurtriers s'en prennent à des personnes qu'ils connaissent,
ils brisent le lien de confiance qu'il y avait entre eux et leurs victimes. Mais pour les enquêteurs, c'est souvent cette confiance brisée qui fournit un indice qui leur permettra de les traduire en justice.